On a une croyance, chez Tourelle, c'est qu'on pense que 90 du savoir utile est dans l'organisation. Nous, le cadre qu'on propose, c'est d'aller la détecter. C'est d'aller chercher ce savoir pour pouvoir justement le mettre en lumière, pour le mettre à disposition au sein de l'organisation. Et tu l'as très bien dit, nous ne sommes pas forcément conscients des skills, que nous avons, des compétences que nous avons. Mais c'est face à une situation qu'on se révèle être, plutôt efficace finalement. Et ça, c'est dans un second temps, créer des situations, créer des contextes pour aller justement révéler, des talents qui ne sont pas forcément conscients, de la connaissance, voire même de l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Lamrac, cofondateur de 12, une plateforme d'apprentissage entre pairs et de montée en compétences. Avec Jérôme, on parle des leviers pour engager une organisation dans la transmission des savoirs internes. Jérôme partage sa méthodologie qui débute par un diagnostic collaboratif de la culture, des pratiques existantes et des besoins d'une organisation pour initier le mouvement. Bien souvent, les collaborateurs ont des besoins de monter en compétence sur des outils du quotidien. Dans la discussion, Jérôme évoque le concept de temps exploratoire, qui est un temps dédié, afin que chaque collaborateur puisse se recentrer, explorer, se former, afin d'être plus performant, plus créatif et bien sûr plus productif. Cette discussion nourrit forcément les manières de créer des dynamiques apprenantes et Jérôme apporte des méthodes et des idées concrètes pour développer la transmission des savoirs internes. Bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Jérôme, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de te recevoir pour plusieurs choses. Le premier point parce qu'on se connaît, on a eu l'occasion d'échanger ensemble en 2022. Tu es toulousain comme moi, tu as cofondé c'était une startup qui s'appelle 12, on va en parler. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques éléments clés de ton parcours. D'accord, alors, je suis pas, toulousain, je suis toulousain d'adoption, hein. Je viens juste à côté du Gers, bon, je m'appelle Jérôme Lamrac. Je suis cofondateur de 12, hein. J'ai été employé de banque, pendant un certain temps, j'ai été conseiller, puis j'ai évolué vers des fonctions support, et la dernière fonction que j'ai occupée, c'était, responsable, de conduite du changement au sein, de la RH. Et j'avais rencontré, pendant cette expérience professionnelle Nicolas Martel, l'autre cofondateur, qui un jour m'a parlé d'une idée qu'il souhaitait développer en interne et c'est à ce moment-là que la story 12 a démarré. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Est-ce que tu peux nous présenter 12 et peut-être partir de cette genèse avec Nicolas quand vous avez finalement démarré? Ben, écoute, 12, c'est une plateforme, collaborative de montée en compétences entre pairs, qui détecte, diffuse et sécurise le savoir interne, d'une organisation, avec pour objectif de rendre cette même organisation auto-apprenante. Donc en fait, il s'agit, d'un dispositif complet, c'est une méthodo et un outil, la plateforme, sur lesquels on va s'appuyer pour instaurer une culture, collaborative, proposer un cadre pour rendre justement le collaboratif plus efficient au sein de cette organisation et permettre à chaque salarié, de pouvoir mieux apprendre, mais également mieux transmettre ses propres connaissances. Donc, 12, c'est une histoire, qui est partie du Crédit Agricole Toulouse 31. C'est un projet, d'intrapreneuriat, qui a été lancé en 2019. Et aujourd'hui, nous avons, plus de 2 500 utilisateurs répartis sur plusieurs clients avec des tailles différentes, des enjeux différents et des secteurs d'activité différents. On est en train, de démontrer que ce dispositif, se veut universel.
OK. Bon, il y a plein de mots-clés que j'ai captés là quand tu as fait la Mmh. présentation de 12, auto-apprenant, culture et autres, donc c'est le sujet, on va revenir dessus. D'accord. Donc tu as défini que 12 était un outil, une solution, qui travaille sur la pédagogie entre pairs, sur la montée en compétences et je voudrais qu'on parle de pédagogie, de montée en compétences dans les organisations. Comme Mmh. tu as dit, là, vous accompagnez des organisations à développer une culture et des pratiques apprenantes et ça nous intéresse particulièrement sur le podcast. Et je sais que vous débutez chaque mission par un diagnostic collaboratif. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça m'intéresse et ça va intéresser beaucoup de monde de parler de ce diagnostic collaboratif. Oui, en effet, en fait, chez 12, on aime dire que la transformation externe réussie et donc visible passe avant tout par une transformation interne et que, chaque organisation, n'a pas les mêmes objectifs, en termes de conduite du changement, n'a pas les mêmes enjeux et ne part pas, du même, on va dire du même point de départ. Donc, à partir de là, si vous décidez d'implémenter une solution, résolument orientée vers l'humain, eh bien, il va, falloir qu'on en sache un petit peu plus, sur vous, sur vos pratiques, sur votre culture et notamment sur vos objectifs et bien évidemment, essayer de sonder votre écosystème. Donc nous, ce diagnostic, en fait, il va nous permettre de connaître, votre maturité collaborative, et de pouvoir, préconiser un ensemble peut-être de prérequis avant de déployer la solution en tant que telle, pour, tout simplement, faire en sorte que, le dispositif, au sein de l'organisation puisse, déjà, être complètement compatible avec, cette culture, d'entreprise pour le rendre efficient et pour pouvoir l'amorcer efficacement dès les premiers jours. Donc, pour entrer un peu plus, dans le détail, quand on effectue un diagnostic, on va essayer de relever un certain nombre de paramètres, comme par exemple, quels sont les sujets prioritaires, sur lesquels il y a vraiment une forte demande, au sein de l'organisation. Donc de quoi avons-nous besoin? De quoi les collaborateurs ont besoin pour pouvoir se sentir, peut-être un peu plus à l'aise, au quotidien? On va également, essayer, de déterminer quel est le temps nécessaire et adéquat, pour pouvoir proposer un programme de montée en compétences de pair à pair au sein de cette organisation, mais également aller chercher quels sont les formats plébiscités, voire même les formats compatibles. Est-ce que nous sommes plutôt, sur, une appétence vers, du webinar ou du podcast ou, potentiellement du e-learning? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une forte demande sur l'apprentissage collectif, avec, des formats d'ateliers? Ça, c'est important pour nous de le savoir. Et puis on confronte aussi, la vision, de l'encadrement et du salarié, ou du collaborateur pour, voir s'il peut y avoir des distorsions, des écarts de perception pour, également, donner des pistes, en vue de, diminuer ces fameux écarts de perception. Et puis un élément important, et ça c'est souvent, un peu un peu la cerise sur le gâteau, on arrive à détecter quels sont les corporate hackers internes, grosso modo, hein, des collaborateurs impliqués qui sont prêts à tester de nouvelles choses et sur qui nous allons pouvoir nous appuyer pour implémenter le dispositif et plein d'autres choses, bien évidemment. Donc c'est un rapport qui est quand même très détaillé et qui permet à l'organisation, de se situer, parce qu'on les benchmark bien évidemment avec, nos organisations apprenantes, et de savoir par quel bout et comment commencer à instaurer donc une culture autour de la pédagogie, autour du collaboratif. OK, non, mais c'est super clair et c'est vrai que, cette méthode, elle est assez éloquente finalement parce que, vous partez, comme tu l'as dit, de la situation et finalement, tu es pas en train de dire: «On va installer une nouvelle solution». Non, on va plutôt partir en fait de l'état de l'art, de l'existant, de la vision des uns des autres. Essayer à un moment donné aussi, comme dans les organisations apprenantes, d'avoir une vision partagée entre les salariés et la direction sur un cap à tenir, sur des comme tu as dit, sur des déjà des cultures préexistantes, sur des outils, sur des manières de faire, des manières d'apprendre, des manières de collaborer. Est-ce que je travaille tout seul? Est-ce que je travaille en équipe? Est-ce que j'apprends tout seul? Est-ce que j'apprends en équipe? Et c'est vrai que ça, c'est des éléments qui sont quand même assez intéressants parce qu'ils permettent finalement, de pouvoir, partir, de cet existant qui ne demande qu'à exploser parce que comme tu dis, tu pars également de ce dont ont besoin les gens et je pense que souvent, c'est ce qu'on oublie,
C'est ce qu'on oublie, c'est de quoi vous avez besoin pour progresser, pour aller plus vite, pour être plus performant dans votre job. Et partir de là permet ensuite effectivement de mettre un support, un outil digital et puis des pratiques, mais permet en fait de répondre à un vrai besoin. Et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, quand vous avez fait ce diagnostic, je suppose que peut-être que, enfin, d'une part, vos clients, les gens avec qui vous faites le diagnostic, ils doivent en apprendre finalement sur eux-mêmes. Je suppose qu'ils n'avaient pas tout perçu. C'est quoi un petit peu Mmh. l'espèce de rapport d'étonnement que tu vois quand tu leur Mmh. présentes ce diagnostic? Bah, là, par exemple, il y a souvent une donnée qui n'ont pas identifiée, et qui souvent est non pas une surprise, mais bon, voilà, un fait, qu'ils n'ont pas vu venir. C'est que, on arrive à quantifier donc sur la base du déclaratif, ben, que les salariés, passent en moyenne entre 60 et 90 minutes par semaine à aider ou à être aidés. Tu sais, c'est le petit coup de fil, «Tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux me rappeler, où je dois cliquer pour la procédure? Tu peux me rappeler comment je fais pour, heu, faire un sondage, sur tel ou tel outil?» Ce genre de choses. Et ça, quand on le met bout à bout, ça représente quand même une semaine de productivité par an, donc c'est pas rien. Autre élément aussi qui est assez intéressant, je parlais notamment le fait d'aller, détecter des corporate hackers, hein, c'est-à-dire donc des collaborateurs vraiment motivés pour aller plus loin, pour pouvoir explorer de nouvelles façons de faire. Et souvent il y a des noms qui remontent, auxquels, bah, l'encadrement, ne s'attendait pas. J'appelle ça les gens qui sortent du bois, et c'est assez intéressant parce que, on se rend compte qu'entre ce qui est perçu par le top management, voire même par l'encadrement, et peut-être la réalité des faits, il y a souvent un écart. Et je pense que c'est assez, comment dire? Hem, pédagogique, je vais te dire, vis-à-vis du top management pour savoir exactement, bah, où sont ses forces et ses leviers. OK et donc, hem, c'est vrai que c'est super intéressant de que quand tu arrives dans ce genre de contexte où finalement tu apprends des choses rapidement en fait à l'organisation pour laquelle tu travailles et après ce diagnostic, alors là, voilà, on a fait ce Mmh. diagnostic, on a fait émerger finalement, des pratiques, on a fait prendre conscience finalement d'un certain nombre d'éléments, à la gouvernance et aux collaborateurs. Comment vous travaillez ensuite beh, pour mettre en œuvre, pour travailler la mise en mouvement des dynamiques d'apprentissage et de transmission? Parce que vous avez posé les on va dire, les bonnes bases, mais comment Mmh. voilà, comment vous travaillez à ce que, finalement la dynamique se mette en œuvre? Alors tu as dit, on a donc identifié la taille de la chape, hein, pour pouvoir construire la maison. Donc il s'agit maintenant Ouais. de monter les murs et la toiture. Et comme j'ai dit, ce diag en fait va nous permettre, d'identifier trois éléments, qui sont fondateurs finalement, avant d'implémenter le dispositif. Un, c'est les besoins. Ça, c'est un élément qui est important parce qu'on est sur un dispositif ouvert, sur la participation libre, et donc on n'a pas d'autre choix que d'attirer le collaborateur avec des contenus pertinents et donc des contenus qui répondent à des besoins. Deuxième élément, les formats. Comment ils aiment apprendre? Et ça, c'est un élément qui est aussi fondamental parce qu'on va pouvoir distribuer la connaissance sur des formats qui sont donc plébiscités et essayer d'engager donc le plus grand nombre de salariés, assez rapidement. Et puis enfin, des premiers sachants motivés. C'est on a la demande, on a identifié la demande, on a identifié donc la méthode de distribution. Il s'agit maintenant de produire des contenus et de faire produire des contenus, pardon, par ces mêmes salariés. Et donc ces sachants motivés qu'on détecte, vers qui on va leur donner donc, tous les outils pour transmettre efficacement leurs connaissances. À partir de là, nous avons donc tous les éléments pour amorcer la pompe, implémenter avec une communication, donc qui se veut incitative, hein, je le rappelle, on est dans le domaine de la participation libre, et donc on lance ce dispositif avec un petit événement autour, et on rentre parce que là c'est la fin du début, hein, puisque là on rentre ensuite dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va réitérer cet exercice de façon beaucoup plus fluide, et de plus en plus rapide, pour faire en sorte que nous soyons toujours, en mesure de pouvoir répondre à la demande, et de la façon dont les collaborateurs souhaitent qu'on leur réponde. OK. Et dans ce que tu dis, pour qu'on essaie de se représenter, sur une Mmh mh. organisation qui fasse 100 personnes ou 1000 personnes, Mmh. vu que vous avez identifié déjà les premiers, quand vous avez fait le diagnostic, vous avez identifié les premiers contenus qui sont les contenus, on va dire,
les plus importants parce que les plus demandés. Typiquement, C'est ça. se servir de logiciels métiers, hein. Je vais prendre cet exemple parce que Par d'après moi, exemple, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait c'est pertinent, oui. souvent un exemple qui est important dans les entreprises où il y a un logiciel métier où, finalement il y a, peut-être 80 ou il y a 50 ou 80 ou 100 d'entreprises qui doivent l'utiliser et selon, les niveaux de chacun et selon d'ailleurs la fréquence d'utilisation, on n'est pas tous à l'aise vis-à-vis de ces logiciels métiers. Très bien et donc Absolument. là, on sait qu'il y a des besoins. Et là, par exemple, sur une population, ouais, je te dis de 100 ou 2000, finalement, c'est aussi pour essayer d'avoir des niveaux d'échelle, tu as besoin de Ouais. combien de personnes pour tu vois, pour démarrer entre les gens qui Ouais, vont ouais. produire et les gens qui vont demander et les gens que tu vas commencer à animer? Voilà, tu peux pas toucher tout le monde en tout cas, tout le monde ne peut pas s'enrôler d'un coup. On sait que c'est compliqué, mais tu as besoin de voilà, Absolument. pour essayer d'amorcer la pompe. Eh ben, écoute, pour te donner quelques indicateurs et nous permettre d'avoir grosso modo le feu vert, pour y aller, hein, concrètement. Sur une organisation de 300 salariés, à partir du moment où on a un taux de retour sur le diagnostic qui est autour de 30, déjà, on a suffisamment de matière et très Ouais, souvent on est sur, un échantillon qui est plutôt représentatif. Notre objectif minimal, c'est 15, on les passe allègrement. Donc encore une fois, avec une communication incitative et puis un signal fort envoyé par la direction, on les atteint. Donc dès lors, j'ai suffisamment de matière. On, arrive à lancer une, 1 vague, d'ateliers notamment, lorsque c'est publicité par les salariés, avec 4-5 thématiques. 80 de ces thématiques sont en lien avec les outils du quotidien, ça aussi, ça c'est quelque chose d'assez universel finalement, quelle que soit, l'organisation de son secteur d'activité et sa taille. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même un sujet, hein, parce que ça fait quand même, j'ouvre une petite parenthèse, mais ça fait maintenant une vingtaine d'années que les organisations investissent massivement dans des outils, dans des process et on se rend compte que 20 ans après, il y a encore des besoins forts par rapport à ces outils métiers du quotidien, pour pouvoir être plus à l'aise et notamment explorer le champ des possibles. Parenthèse fermée. Donc déjà, on leur donne un petit peu, de la matière, vis-à-vis de ça. Et puis, toujours sur cette taille, un peu moyenne de 300 salariés, avec une petite dizaine de sachants, motivés, nous arrivons, à, produire donc, des premiers formats, de tutoriels, d'ateliers, de contenus divers et variés et de lancer vraiment un événement pour essayer d'atteindre un premier objectif qu'on se donne, c'est d'attirer et non pas des moindres, il est ambitieux, mais nous y arrivons. Au moins 15 des salariés comme ça sur, cette première vague d'ateliers, grosso modo un mois après, l'implémentation du dispositif. Sur ouais. environ une dizaine ou une douzaine de contenus déjà produits. Et là, on est Ouais, vraiment dans une phase d'amorçage. ce qui permet à Kenzen de pouvoir être, impacté, de pouvoir aussi en C'est ça. parler parce qu'après on sait que c'est le bouche à oreille qui fait que: «Ah tu vu, j'ai fait un atelier où j'ai vu, ce tutoriel et donc ça m'a servi, ça m'a permis d'aller plus vite». OK. Non mais ça c'est intéressant effectivement de voir un petit peu les abacs et de se Mmh, dire, mmh. dans ce process un peu de c'est toujours un process de transformation, hein, c'est de se dire: «Ah voilà, on n'a pas be on essaie de toucher un maximum de personnes bien sûr, mais on peut démarrer avec quelques roues motrices qui nous permettent en fait de pouvoir, gravir les premières marches». Bah, Et j'aime beaucoup cette image, Cyril, mais ça, c'est un élément qui est important parce qu'on se rend compte que finalement, quand on lance ce dispositif, on se retrouve un petit peu comme un peloton, comme le Tour de France, avec des locomotives, devant et puis des gens qui sont un peu en retrait et le premier objectif qu'on donne, et ça fait partie de la méthodologie, c'est de justement resserrer ce peloton. Et ce, assez rapidement, parce que c'est un enjeu fort, et notamment dans notre modèle économique. C'est-à-dire qu'on s'associe vraiment, à l'engagement, des salariés avec le client et donc on a tout intérêt très rapidement à faire en sorte de ne laisser personne à quai finalement. ouais, ouais, non, ça c'est assez important et comme tu l'as dit alors, hem, pour qu'il y ait de la transmission, il faut qu'il y ait, alors des gens qui ont envie d'apprendre, il normalement il y en a beaucoup. Oui, Des gens qui ont envie de transmettre, c'est jamais très simple, oui, souvent pour des questions un peu culturelles, en se disant: «Mais moi je ne sais rien» ou oui. de légitimité en tout cas, ou voilà, les gens ne se sentent pas forcément légitimes alors qu'ils le sont et qu'ils ont beaucoup à à transmettre et je renvoie à un autre épisode de Diane qui disait: «Tout le monde a quelque chose à transmettre et à apprendre» et comment vous travaillez, pour essayer de les faire? Alors il y en a qui émergent tout seuls, mais comment, Oui. comment vous travaillez pour, favoriser l'émergence des sachants finalement?
Eh bien, comme je t'ai dit, effectivement, on a déjà un 1er pool de sachants, qui sont motivés et ce qui est assez bien fait finalement dans la vie, c'est qu'ils sont souvent un peu éparpillés au niveau des services et des départements. Donc, déjà on travaille, sur cette population-là pour en faire des ambassadeurs. Donc on met le paquet sur eux, pour potentiellement leur donner toutes les clés, et leur permettre de donner envie aux autres, hein. Et là, tu touches un sujet qui est vraiment fondamental. Effectivement, pas de problème pour la demande. Il y a une première adhérence vis-à-vis des apprenants qui est déjà un des personas, c'est de leur permettre, de leur donner confiance pour exprimer des besoins. Ça, c'est déjà un premier sujet. Heu et heu et heu et voilà, il va falloir dépenser un peu d'énergie, pour leur expliquer que c'est pas parce qu'ils vont exprimer un besoin que derrière ils vont être jugés. Donc il y a vraiment, tout un enjeu autour, du cadre bienveillant, à instaurer. Concernant les sachants, les identifier, c'est bien. Leur donner envie de transmettre, c'est déjà une première mission, comme tu l'as dit. Et là-dessus, bah, écoute, on fait les choses de façon, ben, finalement très simple, hein. Lorsqu'un sachant motivé décide de, par exemple, animer un atelier sur un outil qu'il maîtrise ou pas, car l'outil, la plateforme permet de pouvoir animer, sur des contenus sur lesquels je ne suis pas forcément expert. Eh bien, systématiquement, on lui demande, à l'issue d'un atelier, de relever lui-même des potentiels animateurs, des potentiels sachants au sein de ses apprenants pour tout simplement essayer de recommander et de l'embarquer finalement dans cette aventure. Et là, c'est assez intéressant finalement parce qu'on se rend compte que nous, on n'intervient que très, très peu. Alors quand je dis nous, c'est nous et bien évidemment le comité de pilotage, hein, Bien sûr. qui a pour, vocation quand même de développer et de mesurer l'impact de cette communauté apprenante, bah, en fait, à partir du moment où le cadre est bienveillant, à partir du moment où le dispositif est clair et simple à mettre en œuvre, finalement, ils arrivent plus ou moins à s'auto-recruter parce que, bah, voilà, il y a des affinités qui fait que, ils viennent tout naturellement vers nous et nous, ce qu'on fait pour peut-être aussi un peu les décharger, les aider, c'est qu'on leur propose un temps, dédié pour pouvoir, leur mettre le pied à l'étrier, leur donner quelques techniques, d'animation lorsqu'ils ne sont pas experts en animation, et les rassurer sur le volet technique lorsqu'ils sont experts en animation, mais pas forcément à l'aise sur le technique. Donc voilà, on ne fait que mettre un petit peu d'huile, finalement parce que les choses se font, d'elles-mêmes, par les pairs. Et ça, ça, c'est peut-être une des premières réussites qu'on a pu constater. Ouais, et c'est là où, moi je trou il y a 2 choses qui me marquent, c'est la dimension culturelle depuis le début. Tu as parlé de culture et en fait, tu es pas en train de vouloir changer au forceps l'organisation et la culture d'organisation. Tu es juste en train de révéler une culture préexistante, des gens qui finalement avaient envie et qui pouvaient le faire, mais qui Mmh. s'en sentaient pas les moyens. Et il y a un autre élément très intéressant dans ce que tu dis et dans la pratique, c'est que finalement, les personnes qui connaissent le mieux, les compétences, d'une personne, souvent, c'est pas la personne elle-même parce que, on se connaît pas finalement très, très bien, hein, il Non, faut le dire. C'est c'est souvent les vrai, collègues et c'est les exactement. collègues et quand tu demandes à tes proches collègues, c'est quoi, les compétences ou c'est quoi les talents? Parce qu'on a déjà fait nous un atelier, sur ces sujets-là à notre dernier événement, l'Odyssée de l'organisation apprenante. C'est quoi les talents? C'est quoi tes talents et c'est quoi les talents de ton collègue? Et ben là, les collègues, ils sont, il y a pas il y a pas de sujet. Ils arrivent à sortir les meilleures compétences. Mais non, mais lui, toi, tu sais très bien faire ci, tu sais très bien faire ça. Et c'est Absolument. vrai que les collègues, ça t'apporte d'une part la visibilité du sur quoi je suis bon et la légitimité finalement. Et c'est pour ça que je 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 comprends tout à fait ce mécanisme que tu décris et je le trouve à la fois, très simple et très pertinent parce que c'est, peut-être la manière la plus simple de valoriser les talents, les compétences des gens afin qu'ensuite ils les transmettent. C'est Donc exactement ça, ton voisin d'open space finalement, c'est ton miroir et lui, il est tout à fait en mesure de pouvoir, t'énumérer, tes propres qualités et pour t'expliquer concrètement comment ça se passe, hein, grâce à la plateforme, c'est que la plateforme finalement génère une cartographie des compétences. On a un algorithme qui, en fonction de ce que tu as produit et en fonction de comment ça a été évalué par la communauté, va te coller nos compétences sur tel ou tel sujet, que tu as mis à disposition, pour la communauté
communauté. Et le pilote, donc notre ambassadeur, hein, qui est formé par nos soins, dispose des hommes et des femmes qui peuvent potentiellement répondre à un besoin. Donc je te donne un exemple très précis. Si toi, Cyril, aujourd'hui, t'exprimes un besoin sur, je dis n'importe quoi, comment, mener efficacement une réunion à distance, auprès d'une équipe de 6 personnes, le pilote, lui, grâce à sa cartographie, va pouvoir identifier une personne qui va pouvoir te produire un contenu là-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois sur 2, lorsque la personne est sollicitée par le pilote, il dit: «Oui, bah, écoute, alors moi je sais le faire, mais par contre, mon collègue, lui, il est encore meilleur que moi. Si tu veux, je lui en parle». Et voilà. Et ça se fait comme ça. Et là, on est en train de vraiment prendre la bonne trajectoire pour gagner le match, qui, je rappelle, est de devenir auto-apprenant. Et Ouais. c'est comment dire? Une victoire, hein, on va l'appeler comme ça, sur lequel on capitalise bien sûr. Et hem, quand tu parles du sujet, parce que ça fait 2 fois que tu parles d'organisation auto-apprenante et pas d'organisation apprenante, il y a auto à l'intérieur. Mmh mh. Ça alors, ça éveille en moi, je vais te poser la question, mais j'aime toujours poser des questions et à la fois, avoir donner un faisceau de réponses, mais en tout cas, pas un OK. faisceau de réponses, un faisceau de ce que moi j'en pense. C'est que Ouais. dans l'auto-apprenant, moi je vois beaucoup la dimension culturelle qui permet en fait de nourrir, en fait, un écosystème qui est une organisation, hein, de personnes qui viennent finalement, heu, d'eux-mêmes, naturellement, s'apprendre les uns les autres. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est un peu ça l'idée, c'est même complètement ça. Nous, on a une croyance, chez Twelve, c'est qu'on pense que 90 du savoir utile est dans l'organisation. Et là, nous, le cadre qu'on propose, c'est d'aller la détecter. C'est d'aller chercher ce savoir pour pouvoir justement le mettre en lumière, pour le mettre à disposition au sein de l'organisation. Et tu l'as très bien dit, nous ne sommes pas forcément conscients des skills, que nous avons, des compétences que nous avons. Mmh. Mais c'est face à une situation qu'on se révèle être plutôt efficace finalement. Donc et ça c'est dans un second temps, créer des situations, créer des contextes pour aller justement révéler, des talents qui ne sont pas forcément conscients, de la connaissance, voire même de l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet. Alors là, on est vraiment, dans un, domaine très, très vaste, hein. On parle de compétences techniques, de compétences relationnelles, les fameux hard, soft skills. On peut également aller plus loin, parler de math skills. Je sais que c'est un terme qui commence à être à la mode, mais c'est un élément qui est important parce que, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, à partir du moment où on laisse un temps dédié, un temps exploratoire, à des gens, pour, justement, se recentrer et d'explorer le champ des possibles, de ce qu'ils peuvent faire finalement avec, les outils et les moyens dont ils disposent, eh bien, on arrive à rentrer dans une espèce de d'auto-innovation et derrière, ça produit, bah, du contenu, ça produit des idées, ça libère les énergies et si on est dans un cadre qui va permettre d'absorber justement cette énergie, cette initiative ou ces initiatives qui sont générées, eh bien, on va encore plus loin. On n'est plus dans une organisation apprenante, on rentre dans le domaine de l'organisation auto-apprenante et je sais que c'est quelque chose qui te parle, Cyril, parce qu'on est peut-être sur un niveau encore, comment dire? Supérieur ou inférieur selon de l'organisation apprenante. Mais c'est un concept qui est comment dire? Un peu, c'est un peu un spin-off finalement quoi, de l'organisation apprenante. OK, ouais, super, très bien. Alors, tu as parlé d'un certain nombre de sujets, on va revenir dessus, mais avant, vu Ouais, qu'on est rentré dans le cadre de, je fais mon diagnostic et puis ensuite j'implémente, j'ai mes sachants, j'ai les 1 personnes qui viennent. Est-ce que tu pourrais, nous partager, une expérience client, en partant en fait, finalement du brief initial et jusqu'aux réalisations, avec quelques ouais, chiffres qui nous permettent en fait, voilà, oui. de voir un petit peu, les voilà, comment vous avez démarré et les bénéfices que cela a apporté à l'organisation? Bah, je pense que, si j'ai peut-être une anecdote à partager, c'est notre premier client finalement, notre premier client qui nous a fait confiance, donc là nous sommes fin 2019, début 2020. Hem, on avait donc, lancé notre premier POC, hein, notre premier pilote avec le premier diagnostic à effectuer. On a été surpris par le taux de retour. On a eu un taux de participation qui était supérieur à 30 et alors que nos objectifs étaient légèrement en deçà. Donc ça déjà, ça nous a quand même bien interpellés
Et puis, on avait tout préparé pour lancer donc une première vague d'ateliers. On avait compris que ce qu'ils souhaitaient, c'était du lien et donc d'apprendre plutôt en collectif. On avait relevé donc, des premiers besoins d'usage. Ça tombait bien puisqu'il y avait un nouvel outil qui était déployé au sein de cette organisation donc, voilà, on a pu aussi capitaliser dessus et puis, tout était prêt. Les salles, les animateurs, les, sessions d'ateliers, la communication, il y avait des bonbons, on avait créé des logos, enfin, bon, tout était prêt et ça a fait pchit. Bah, parce qu'on était en mars 2020 et que le premier confinement, en fait, avait tout stoppé. Mais comme ça, du jour au lendemain, hein, je pense que tout le monde a vécu, ce traumatisme collectif de à peu près de la même façon et donc là, bon, ben, voilà, vous connaissez le contexte, hein, l'organisation a ajourné, le projet, mise en télétravail immédiate, avec les moyens du bord, nouvelle organisation, voilà, ça s'est fait un peu dans la douleur et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, je crois que c'était au mois d'août ou au mois de septembre, ils sont revenus vers nous pour leur dire: «Écoutez, nous, on va reprendre, mais là, cette fois-ci, on a d'autres besoins, forcément». Le Eh oui. télétravail, ce genre de choses, ça a généré d'autres choses et ils avaient déjà compris, que, finalement, Twelve allait être un atout pour pouvoir aller encore plus loin et se servir finalement de cette expérience, pour, recentrer, recréer du lien et pourquoi pas même se remettre en question sur certains process. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est retrouvé complètement saturé avec cette première vague d'ateliers. On a eu beaucoup plus d'inscrits, que de places disponibles, et on a réussi à engager, 20 donc de l'organisation, hein, 300 salariés. Et 2 ans après, donc on est, grosso modo, en septembre 2022, et ben, c'est une organisation qui aujourd'hui a généré donc plus d'une dizaine de vagues d'ateliers, qui a un taux, d'engagement qui est supérieur à 60 donc pas loin des 2 tiers des salariés qui ont déjà interagi avec cette communauté auto-apprenante. Et puis surtout, et ça c'est un élément qui est hyper important, il y a aujourd'hui une trentaine d'animateurs volontaires, sachants, qui sont mobilisés et qui régulièrement donc participent à cet effort, et ça c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, 10 des effectifs aujourd'hui prennent sur leur temps libre, sur leur temps exploratoire, pour pouvoir transmettre des connaissances, les leurs, mais pas que, celles de leurs collègues aussi et là on est en train de gagner le match avec des premiers effets, concrets, comme par exemple, l'amenuisement d'achats de formations externes, et aussi, déjà, la possibilité de pouvoir constituer des task force en interne pour pouvoir répondre à des sujets, et vraiment rentrer dans cette logique, je reviens encore dessus, d'auto-apprentissage finalement, de l'organisation. Donc voilà, si je réponds à ta question aujourd'hui, voilà le peut-être l'exemple que j'ai en tête pour, te donner un peu les effets de 12 et je dirais surtout les effets d'un board complètement convaincu, que ce type d'initiative, ne peut être que vertueux finalement. Ouais et c'est bien que tu finisses par ça parce que quand on veut monter des dynamiques apprenantes, il faut déjà avoir une véritable volonté et conviction de la gouvernance des dirigeants et je pense que Absolument, c'est toujours très, très bien de le rappeler parce que ça va beaucoup plus vite avec, le blanc-seing, et voire la absolument. volonté, très très affirmée, affichée du dirigeant. OK, non mais très clair et c'est vrai que quand tu te dis, ces 30 personnes, peut-être qu'avant elles transmettaient ou elles transmettaient peu ou elles transmettaient pas. Voilà, si à un moment donné vous avez permis de les faire émerger afin qu'ils transmettent, c'est effectivement, important et puis rappelons et en tout cas c'est la conviction, que j'ai moi aussi, c'est que, aujourd'hui, la difficulté c'est pas finalement, d'aller chercher le contenu, c'est pas l'apprentissage, c'est la transmission, c'est le fait que Absolument, les savoirs, ils sont, partout, ils sont disponibles partout, par contre, tu as parlé de savoirs utiles dans une organisation. Beaucoup de savoirs utiles dans une organisation sont à l'intérieur. Il y en a qui sont aussi à l'extérieur, hein, bien sûr, et qui ont mmh besoin d'être rapatriés. Mais s'ils sont absolument, rapatriés, par exemple, par une personne qui va faire un super parcours de formation sur, je sais pas, du management ou une technique ou un procédé, eh bien, cette personne, elle revient dans l'entreprise, elle est la seule à avoir cette compétence-là et s'il oui, y a pas ce processus de transmission, voilà, eh bien, en fait, on est bloqué et on se rend compte que l'enjeu majeur des organisations, notamment dans cette période où aujourd'hui on a beaucoup plus de on est challengé, il y a beaucoup plus de turnover dans les organisations, oui, il y a des difficultés de recrutement et autres.
Beh, c'est la transmission. Finalement, acquérir le savoir, c'est pas compliqué. On peut l'acheter, voilà. Par contre, le transmettre, on voit que c'est finalement beaucoup plus Tout à fait. compliqué. Et c'est tout à fait et je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Là, moi, c'est ce que j'appelle très clairement un risque opérationnel, hein, et là, je voudrais ouvrir une parenthèse peut-être avec nos salariés, expérimentés, ce qu'on appelle communément des seniors, qui ont peut-être, 20-25-30 ans d'expérience au sein de l'organisation avec toutes les mutations qu'il y a eu notamment sur les 15 dernières années et qui aujourd'hui, à eux seuls, détiennent un savoir utile, qui est, à mon sens, comment dire? Hyper important et surtout super risqué, parce que, finalement, est-ce que, ces gens-là ont la possibilité, ont le temps, ont, tu l'as dit, le passeport, pour pouvoir transmettre cette connaissance, et donc limiter finalement ce risque opérationnel. Là, on a peut-être un levier également sur la revalorisation, de ces salariés qui sont en deuxième partie de carrière, pour justement leur donner la possibilité de tout simplement transmettre leurs connaissances et puis je voudrais quand même rappeler que c'est quand même très valorisant aujourd'hui, de se sentir, comment dire? Désigné, pour pouvoir justement transmettre donc, tout ou partie de son savoir utile auprès d'une organisation, et ce de façon, complètement libre. Donc ça, c'est un élément qui est important et puis, hem, un autre élément et là je pense à hem des podcasteurs, hein, qui étaient passés à ton antenne, qui avaient dit quelque chose, sur lequel je suis également convaincu. Le meilleur moyen de conserver son expertise aujourd'hui, c'est de la transmettre et ça, c'est tout à fait fondamental et là, on commence un petit peu à rentrer dans cette culture d'auto-apprentissage. Tu l'as compris, il y a un gros effort à faire pour, non pas détecter le besoin, mais de donner envie à transmettre, son savoir et pour ça, il faut, proposer un cadre bienveillant, efficace et encore une fois, je reviens, un aval, de la direction pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, tu as parlé d'un sujet, qui m'était assez étranger et tu l'as déjà évoqué là tout à l'heure, ça s'appelle le temps exploratoire. J'aimerais qu'on en vienne à ce sujet connexe, Ouais, que j'ai découvert quand on en a discuté tous les 2 en ouais. préparant l'interview et en fait, j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi finalement ce temps exploratoire, comment on peut l'appréhender, quels en sont les bénéfices, voilà et comment tu le définis, comment tu le projettes? Alors le temps exploratoire, selon nous, c'est un temps défini et dédié à chaque collaborateur au sein de l'organisation pour lui permettre de se recentrer pendant ses heures de travail. Alors il peut être variable, hein, ça peut être, 1 ou quelques heures par semaine, ça peut même aller au-delà, ça peut être, jusqu'à 20 de son temps de travail, donc 1 jour par semaine et en fait, ce temps qui est dédié, et ben, le collaborateur est invité un petit peu à explorer, des services, à explorer, le champ des possibles de ses outils, à explorer son écosystème, à pourquoi pas, explorer ses fournisseurs ou ses clients en vue de se nourrir, en vue d'apprendre, en vue d'être plus efficace. Pour nous, c'est un élément qui est hyper important parce que ça va permettre, à l'organisation d'avoir ce temps dédié et donc de favoriser cette émergence, de pour essayer de libérer les énergies, les initiatives, les idées, heu, des autres possibilités de faire, et c'est, pour nous une des clés de réussite, finalement. Parce que, quand on regarde, finalement, c'est un acte de confiance qui est donné du dirigeant vers ses salariés, parce qu'il considère qu'ils sont responsables et autonomes pour pouvoir mener à bien leur mission du quotidien et de, leur permettre de justement, lever un peu le nez, de regarder un peu ce qui se passe, hein, voilà, Jean-Jacques à la compta qui va, rendre visite à Brigitte au marketing. «Tiens, vas-y, explique-moi comment ça marche chez toi?» et ça va permettre, de justement, hem donner la possibilité aux salariés de maintenir son employabilité et de commencer à se poser des questions sur de quoi il a besoin pour continuer à progresser, pour continuer à s'épanouir et derrière donc d'avoir le temps pour pouvoir justement répondre à ce besoin et j'en reviens, quand tout à l'heure on expliquait qu'on proposait, des contenus, sur la base de la participation libre, comment voulez-vous qu'ils puissent y participer, notamment s'inscrire à un atelier si derrière ils n'ont pas le temps ou si, entre guillemets «cet atelier» c'est pendant une réunion, hebdomadaire qui est donc il faut qu'on puisse donc
préparer ce terreau. Et c'est une des premières pistes de solutions qu'on donne, à nos clients à l'issue, du diagnostic, c'est qu'on leur propose de mettre ce temps exploratoire, bien évidemment compatible avec, leur environnement de travail et leur contexte opérationnel, pour justement favoriser cette libération des énergies, si je peux l'appeler comme ça. Alors c'est super intéressant parce que effectivement, mais c'est à la fois intéressant et ambitieux parce que donner Oui, finalement aux gens le temps finalement de se poser, hein, d'avoir un peu, de prendre du recul, d'aller ou de prendre du recul ou de diverger ou de faire un pas de côté ou d'aller s'inspirer et autres. On est quand même dans un temps, dans un moment où on nous demande de la productivité à fond, où finalement le, le, le critère du temps, il est devenu, on essaie de le compresser au maximum, hein, d'aller toujours plus vite, de trouver toujours mmh, des outils pour qui nous permettent d'aller mmh, plus vite. Et on trouve toujours les mmh, outils pour aller plus vite et on nous demande d'aller encore plus vite. Donc en fait, on est des mmh, des espèces de roues là, tu vois. Donc oui, il faut enfin, j'ai l'impression qu'il faut une sacrée, d'une part, il faut une sacrée volonté managériale pour pouvoir mettre en place ça. Et puis il oui, faut même, faire même si tu as la volonté managériale, j'ai l'impression que ça peut être compliqué parce que le collaborateur, il est tellement habitué à remplir sa semaine que, tu sais, le fait de se poser, devant son bureau pour celui qui est au bureau ou voilà, devant son poste, qui de se dire: «Attends, là je vais non pas rien faire, mais je vais prendre un temps pour réfléchir ou pour me poser ou pour regarder ou pour lire». J'ai l'impression que les gens ne se l'autorisent pas. Donc là aussi, on touche à la dimension culturelle du sujet. Co comment tu penses, vous pouvez arriver, en tout cas, si vous avez si tu as des pistes, tu as des exemples ou autres, oui. arriver à faire lever ce frein culturel? On commence petit à petit, et on y va par dose homéopathique au début. Tu l'as dit, moi pour moi, c'est une décision forte et pour ça il faut faire preuve de courage. Très clairement, hein, je fais attention aux mots que j'emploie. Hem, on y va progressivement. Hem, à l'issue du diagnostic, encore une fois, on préconise donc, aux décideurs de mettre en place une plage hebdomadaire gelée, qui va devenir une plage un peu repère, Mmh. et qui bien évidemment est compatible avec, je le disais, le contexte opérationnel. Donc ça peut être 1 heure et demie, 2 heures, en fonction, on voit, on essaie de concentrer justement la communication, autour de cette plage-là. C'est-à-dire que, le top management décide que, OK, on leur alloue donc 1 heure, 2 heures de temps exploratoire, parfait. On brief ensuite les, managers, notamment les managers opérationnels directs pour la voilà, écoute, tu t'arranges pour pas mettre de réunion ce jour-là, ce genre de choses. Et puis très progressivement, on leur propose des suggestions, pour remplir parce qu'il est vrai que l'humain, a horreur du vide. Pour remplir cette heure, donc on leur propose des suggestions toujours sur la base, de la participation libre et on se rend compte que déjà le 1er, comment dire? La première adhérence que nous avons, c'est que les gens ne se l'autorisent pas, ne se le permettent pas. Même si Oui. derrière, encore une fois, ça a été instauré par, la direction. Et c'est là que, pour essayer de les libérer finalement d'eux-mêmes, parce que c'est un peu ça le sujet, Ouais, c'est et ben, vraiment ça, ouais. ouais, on essaie de leur proposer des contenus qui puissent les attirer. On peut parler de contenu autour de la RSE, on peut parler de contenu autour de la QVT, on peut parler de contenu, autour du quotidien. Certaines organisations n'hésitent pas à, proposer, bah, voilà, à ce qu'un des pairs puisse partager une recette, hein, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, on essaie de les inviter à se libérer et à prendre un peu d'air finalement vis-à-vis, de leur quotidien. Et voilà et je comment dire? Je ne peux pas te dire que ça s'applique de façon complètement homogène dans toutes les organisations, bien sûr que non. Bien sûr. Mais la brèche est ouverte et c'est ensuite, il faut laisser ensuite laisser faire justement les collaborateurs. Je le dis et je le répète, les collaborateurs aujourd'hui, dans l'extrême majorité, sont responsables et autonomes. Il suffit Mmh. juste de leur proposer un cadre, ils sauront quoi en faire ensuite. Heu et ça, je vais te dire que c'est vraiment un gros job à faire. Alors, si je devais peut-être avoir 3 catégories, de personnes à convaincre sur ce temps exploratoire, le premier c'est le top management Bien sûr. qui comprend très, très vite quel est l'enjeu et que c'est vraiment un investissement pour demain. Ensuite, on a les managers opérationnels
qui grince un peu au début, qui dit: «Mais attends, là, tu m'enlèves un peu de productivité, j'ai quand même des objectifs à atteindre, ça va être compliqué», et là, très rapidement également, on arrive à, les convaincre que, c'est quelque chose qui va leur permettre, au contraire, de, générer plus de productivité. Et puis bien ensuite, le sûr. troisième interlocuteur, c'est le salarié qui lui dit: «Écoute, tu peux y aller, tu as le droit d'y aller et tu verras que, c'est quelque chose sur lequel tu vas vite prendre goût et qui va rentrer dans ton quotidien». Et voilà, donc 3 niveaux de discours, on va dire. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est, effectivement, c'est bien de le rappeler et de voir que, comme tu as dit, il y a des adhérences, mais que j'ai aussi entendu, hein, on ouvre une brèche et finalement, si, quelques-uns s'y mettent, beh, ensuite, il peut y avoir un véritable effet d'entraînement. Écoute, Jérôme, merci, merci pour toutes ces échanges. Moi, j'ai pas mal appris de choses parce que dans ce que en fait, au-delà de l'outil, hein, vous portez finalement une philosophie, j'ai l'impression, qui est assez marquée, appuyée et que vous expérimentez d'ailleurs, hein, voilà, d'apprentissage, de partage entre pairs, de transmission et je la trouve très intéressante parce que elle est centrée sur l'organisation. Elle est centrée sur ce qu'est l'organisation et vous voulez pas juste mettre, appliquer une espèce de recette miracle. Non, plutôt partir de l'organisation et lui donner finalement, lui donner la meilleure version d'elle-même. Tu vois, c'est un peu ça C'est que je ça. retiens et voilà. Et je pense que ça doit nous questionner, ça doit questionner les auditeurs parce que finalement, les forces, elles sont en nous et à nous de pouvoir finalement les révéler. Et je finirai par ça. Tu as dit, la plupart des collaborateurs sont des grands garçons, ils sont autonomes. Et d'ailleurs, ils ont envie souvent, et ils ont juste, il faut leur donner un cadre et une liberté et de la bienveillance. Donc, merci Mmh. pour cet échange et ce partage. Et Merci à toi, puis, eh ben, Cyril. je te dis à bientôt. À très bientôt. Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.